cap vers la partie la plus méridionale de l'île. La région du Fréteau se termine en un plateau de calcaire d'un blanc lumineux, comme un balcon sur la mer. Sous la chaleur intense, la Méditerranée prend toutes les nuances de bleu. Les parfums du maquis corse s'intensifient. Et la cité la plus au sud du territoire français porte fièrement l'empreinte de son histoire génoise. Nelly a le plus joli métier du monde. Elle organise des mariages. Née à Lyon, bonifacienne d'adoption, elle apprécie la douceur de vivre local et les couleurs naturelles de la Méditerranée. Passionnée, elle prend toujours autant de plaisir à découvrir sa région. C'est justement sur une petite place de la ville haute dominant Bonifacio que Nelly rejoint Pierre. Ensemble, ils vont vous faire découvrir les beautés de cette cité envoûtante. La visite commence par l'ancienne place du marché, un lieu chargé d'histoire, d'où l'on peut apercevoir toute l'anse de Bonifacio. Je veux vraiment que tu comprennes combien Bonifacio a été construit à un endroit stratégique. D'accord. Je ne sais pas si tu te rends compte, on est à peu près à 60 mètres d'altitude. Et au plus haut, c'est où tu vois la tour blanche, le sémaphore, juste là-bas. Oui. On est à 110 mètres d'altitude. Tu te mets à la place des envahisseurs qui viennent, qui arrivent, et donc le commandant dit « Bon les gars, vous avez du courage, allez, il faut monter là-haut. » J'aurais pas aimé être à leur place. Pourquoi Bonifacio ici? Bon, c'est sûr que le site est formidable, mais on est surtout en face de la Sardaigne et on contrôle le détroit qui est le raccourci entre l'Italie et l'Espagne. Celui qui est ici contrôle tout le commerce international de l'époque. Effectivement, la Sardaigne, souvent cachée par les brumes de chaleur, se trouve à moins d'1 heure de bateau. Qui c'est qui a créé la ville alors? On a une petite histoire sympa, un comte Boniface II qui serait venu de Toscane pour faire un petit château. C'est lui qui a donné le nom à la ville alors? On n'a pas de preuves. Mais effectivement, Boniface, Bonifacio, ça fonctionne. Qu'il soit ou non à l'origine du nom de la ville, Boniface de Toscane, seigneur italien, va surtout fortifier la cité. Dès lors, troupes sarrasines, pisanes et vénitiennes s'affronteront pendant plusieurs siècles. Bonifacio faisant l'objet d'une incroyable convoitise. Alors à Bonifacio, on est en Corse ou on n'est pas en Corse? On a un pied d'un côté, un pied de l'autre, on ne sait pas. Alors, si tu veux, La position stratégique de Bonifacio explique en grande partie l'intérêt que la cité pouvait représenter. Appartenant au Saint-Siège, la ville va alors dépendre de l'autorité génoise dès le XIIe siècle. Je t'amène ici à la porte de Gênes, qui est la seule porte d'entrée du temps des Génois. Et est-ce que tu te rappelles des 400 familles qui sont venues à Bonifacio? Oui. Attends, arrête-toi. Parce que ici, tu es à Gênes, et là, tu es à l'étranger. D'accord. Même pas mal, hein? Ces 400 familles génoises qui sont venues de Gênes ont poussé tout le monde dehors et se sont accaparés la citadelle. Ce qui fait que tu as deux univers différents, la citadelle et le port. D'accord. Ces deux parties ont des surnoms différents selon qu'on habite en ville ou sur le port. Comment on les appelle? Ou un goffetti ou un marinage. Qu'est-ce que ça veut dire? Marinage, je veux que tu te mettes du point de vue des gens de la haute société qui sont snobs et qui voient des paysans. Ils les surnomment les sales habitants de la marina. Marinage en italien. Et goffette? C'est l'inverse. Des gens très simples au port qui voient des gens hautains, méprisants. Alors ils les surnomment les laiderons de la haute ville. Goffetti en italien. Il y avait une bonne ambiance quoi. Oui, c'est assez électrique à l'époque. Hein. Un climat propice à de nombreuses facéties guerrières qui jalonnent l'histoire de Bonifacio. À flanc de falaise, un escalier vertigineux de 187 marches est là pour le rappeler. Selon la légende, le roi d'Aragon, Alphonse V, aurait fait construire cet édifice en une seule nuit de 1420 afin d'envahir la cité. Allez, courage! Et le gars qui a sculpté les marches, il devait avoir un compas dans chaque œil. Cet escalier mérite en effet toute votre attention. L'effort est récompensé par la splendeur du paysage que l'on découvre au pied de la falaise. Retour au sommet. Face aux Bouches de Bonifacio, vous visiterez l'un des plus beaux cimetières de Méditerranée. Le cimetière marin. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un cimetière de marins, mais un cimetière près de la mer, parce qu'on est entouré de 3 bras de mer ici.
Et c'est organisé autour de ce monument aux morts et des mausolées que tu as, des caveaux de famille qui sont totalement différents. Chacun exprime sa personnalité. Alors ça peut aller du caveau qui a un style de temple romain au caveau gothique et jusqu'au caveau avec de la lauze qui est une pierre importée du nord de la Corse. Et plus on va loin chercher une pierre, plus on a de prestige. Et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas? À l'heure actuelle, la tradition, elle évolue. Comme Nelly, vous constaterez qu'aujourd'hui, la pierre calcaire de Bonifacio, utilisée depuis toujours pour les édifices de la ville, a désormais pris place dans ce cimetière. À quelques mètres de là, le gouvernail est un site de surveillance de tout le détroit de Bonifacio. Construit en 1880, on y installe une batterie de canons pendant la Première Guerre mondiale pour défendre la cité. Mais le plus surprenant est sous terre. Il y a combien de marches là? 126 marches qui nous amènent à 30 mètres en dessous de la batterie de canon qu'on a vue au-dessus. Et on arrive où? On arrive à une sorte de maison défortifiée qui est au pied de la falaise et qui abritait une grande lampe d'un diamètre de 1,20 m qui éclairait le détroit pour les canons qui se trouvaient au-dessus. Ça y est, on est arrivé au bout. Regarde, on est sur le timon, à la verticale de la batterie de canon. D'accord. Et le projecteur venait de derrière, comme ça il suivait les rails. Il arrivait en position ici pour éclairer tout le détroit jusqu'à 14 km. Et c'était tellement bien fait que pour protéger cette fortification, il y avait un rideau de fer qui courait le long des rails et qui refermait entièrement la fortification. Incroyable. On a quand même la chance d'avoir une vue extraordinaire. Ah, c'est magnifique. Vraiment. L'histoire tourmentée de la ville a donc laissé des trésors à ne rater sous aucun prétexte. Vous ne pourrez quitter Bonifacio sans aller fouler le sable blanc des plages et des criques environnantes. C'est dans l'une de ces enclaves paradisiaques, la plage de Saint-Cyprien, que Nelly va rejoindre Rémi pour assister à un bien étrange rituel. Ce fin gourmet, amoureux des traditions, va préparer un porcelet du terroir à sa façon. Oh Nelly! Ça va Rémi? Et toi, comment tu vas? Bien. Tu vas bien? Oui. Super. Super. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon aujourd'hui? Eh bien écoute, le porcelet rôti à la broche, typiquement en Corse, et une recette un peu ancestrale de la manière de le cuire au feu de bois. On va le farcir ce porcelet, donc là on est en train de commencer la préparation de la farce. Si tu peux, toi, me donner un petit coup de main, ça serait chouette, parce que tu n'es pas venu non plus que pour déguster. Alors regarde, si tu peux mettre un petit peu de lait dans ce pain de mie pour bien le gorger de lait. Je mets la totalité du lait. Oui, tu peux y aller, vas-y, ça peut donner que de la souplesse. Le lait, c'est fait. Alors, tu vas devoir mettre des petits gants. Je les ai prévus pour toi. Super. Voilà, comme tu vas malaxer tout ça à la main. Tu le malaxes bien, assez fin, tu vois. Pas de petits morceaux? Exactement. D'accord. Le plus Alors, petit possible. Ouais, voilà, bien détaché. Ça va apporter de la souplesse à notre farce et c'est une étape qui est très importante. Ok, ça marche. Je vais laisser quand même quelques petites rondelles un peu plus grossières d'ail. Tu sais, parce que ce côté un peu cassant d'ail, comme ça confit, c'est toujours sympa sous la dent. Voilà. Et je vais attaquer doucement avec ma viande. Rémi ne lésine pas sur les moyens. Pour la farce, pas moins de 3 viandes. Porc, bœuf et veau, corse bien sûr. Donc moi j'aime bien de mettre les 3 viandes parce que c'est savoureux et puis on a différents goûts en bouche, c'est très sympa. C'est bon là le pain comme ça? Ouais, vas-y, insiste bien quand même. Moi je finis bien malaxé, que mes 3 viandes n'en fassent plus qu'une en fait, que ce soit bien mélangé. Ouais. On va de suite le verser dans notre farce. Avec ta viande? Exactement. Ok. Si tu peux me donner un coup de main, vas-y. Je te la mets. Donc comme tu as pu voir, j'ai mis un pain quand même un peu rustique, un pain de campagne, tu vois, quelque chose qui est... La mie était magnifique. Voilà. Hein. Là j'ai bien malaxé, tout est homogène. Maintenant on va mettre Les cèpes? les cèpes que D'accord. nous allons incorporer dans notre farce. D'accord. Vas-y, tu peux y aller, ça tu vois, tu peux sentir, c'est un goût extraordinaire. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent vraiment le terroir et le maquis corse. Voilà. Je te mets un peu le jus là qui en Ouais, tu des peux y cèpes. aller, ça peut donner que du goût ça. Allez. Voilà. Super. Vas-y. Puis ça sent bon. Ah, ça commence à bien diffuser les arômes. Hein. Peut-être alléchés par ces parfums, les bateaux passent au loin comme pour s'inviter au festin qui se prépare. Reste à farcir le porcelet, et là encore, c'est le partage des tâches.
Après avoir aromatisé l'intérieur de la bête, Rémi dépose la farce. Et Nelly, n'écoutant que son courage, va recoudre l'animal. Tu vois, c'est top. Purée, c'est dur, hein? Dans sa marinade, Rémi a concentré tous les parfums et arômes du terroir corse. À l'évidence, sa botte secrète. Elle s'appelle comment cette Elle marinade? s'appelle la salamoudia. On sent vraiment le maquis corse là-dedans parce qu'on a plein d'ingrédients et de choses typiques de chez nous. Ça sent bon. Alors qu'est-ce que tu mets dedans? Alors dedans, je mets donc du vin rouge, Ouais. du thym, du laurier, du romarin, de la népita. De la népita. C'est La quoi népita, c'est de la marjolaine sauvage mentée. C'est une herbe qui pousse principalement chez nous. C'est légèrement poivré, tu vois, le petit goût de menthe poivrée, mais Ouais. avec un aspect de marjolaine. C'est très sympa, c'est très aromatique. Après, je mets des baies de myrte à l'intérieur, Ouais. de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, sel, poivre. Et je mets aussi des oignons coupés grossièrement à l'intérieur. Et là, si tu veux, on est vraiment une harmonie top avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur. De quoi mettre l'eau à la bouche, en effet. Il est temps maintenant de faire cuire le porcelet. Comme toutes les bonnes choses, rôtir à la Corse prend du temps. Et pas question de laisser cette pauvre bête se dessécher. On l'arrose copieusement de la marinade pour assouplir les chairs et lui donner ainsi ce goût inimitable. Un peu de patience, et c'est le moment de la dégustation, à l'ombre d'un laurier rose. À l'ombre, sous les arbres. Bonne dégustation. Tu vois, la chair quand même se détache très facilement. C'est drôlement tendre, hein? Pour la pomme de terre, tu m'as pas tout dit à mon avis, hein, pour la recette, parce qu'elle est vraiment, elle a un goût très particulier et qui est Bon, excellent. alors la pomme de terre, tout simplement, elle est roulée dans de l'aluminium avec un petit peu de romarin, un petit peu de sel, de poivre, un léger filet d'huile d'olive et surtout le beurre blanc, le beurre corse. C'est notre petite touche un petit peu personnelle de la cuisson de la pomme de terre. Rien de tel pour ravir les gourmets les plus exigeants. Avec son ami François, Nelly prend le large et part pour une jolie promenade en bateau. Un moment privilégié pour découvrir autrement la cité bonifacienne et pour profiter de la douceur de l'air. C'est incroyable cet endroit. Ça vaut vraiment le coup quand même de découvrir Bonifacio par la mer, hein. C'est une autre vision de la ville et c'est quand même un endroit magique. J'avais envie de manger une petite douceur, alors je t'ai amené quelque chose. Le pain des morts. Un pain typiquement bonifacien que l'on servait traditionnellement le 2 novembre pour la fête des morts. Je les mets au four et après je me fais une salade de pain des morts et tomes corse. Aujourd'hui, on le consomme toute l'année et la recette reste inchangée. Un tiers de noix, un tiers de raisin sec et un tiers de beurre. Une règle qui semble être la clé de la réussite. Tiens, je te laisse goûter. Oui. Quel délice. Ouais, hein. Nelly, tu vas finir cordon bleu. Mais François a lui aussi une surprise, encore une spécialité bonifacienne. Moi, je t'ai emmené autre chose. C'est une confiserie que je fabrique moi-même, Oui. à base d'amandes, de l'orange confite, des citrons confits, que je fais moi-même. Et il y a aussi du miel que j'achète à Bonifacio, un peu de sucre, un peu de farine, quelques épices. Bon, goûtons ça alors, hein. Oh, dis donc. Ah oui. Et puis c'est beau avec la petite branche de corail comme ça dessus. Oui, c'est très très agréable en goût, hein. J'en laisse pas. Écoute François, je trouve qu'on est définitivement au paradis ici. Un panorama à couper le souffle, des confiseries. Pour une gourmande comme moi, c'est trop bon. Écoute là, franchement, c'est juste le bonheur. Un bonheur n'arrivant jamais seul, on coupe les moteurs. La brise méditerranéenne gonfle cette magnifique voile latine. Comme Nelly, vous pourrez longer la côte du golfe de Bonifacio et naviguer au gré de vos envies. Alors bon vent et cap vers le plaisir.